Je roulais depuis des heures sur une route sinueuse, entourée de forêts denses qui semblaient s'étirer à l'infini. Le GPS de ma voiture clignota une dernière fois avant de s'éteindre complètement, laissant l'écran noir et inutile. Aucun réseau. Je poussai un soupir frustré et ralenti. La nuit tombait, et l'obscurité s'épaississait à une vitesse inquiétante. J'avais prévu d'atteindre une petite ville avant la tombée du jour, mais une mauvaise indication m'avait fait prendre un détour imprévu. Maintenant, je me retrouvais seul, sur une route dont je ne connaissais pas le nom, avec une réserve d'essence dangereusement basse. Au loin, à travers la brume qui commençait à s'installer, j'aperçus des formes sombres qui ressemblaient à des bâtiments. Un village? Je n'avais vu aucune indication sur la route, aucun panneau mentionnant une habitation à proximité. Pourtant, il était bien là, silencieux, comme endormi sous la lumière blafarde de la lune. Je pris une route secondaire en direction des maisons, roulant lentement sur un chemin de terre chaotique. Une étrange sensation me serra la poitrine tandis que je m'enfonçais dans le village. Les bâtiments étaient anciens, certains en ruine, leurs toits effondrés et leurs fenêtres béantes comme des orbites vides. Pas un bruit, pas un mouvement. Juste le vent qui sifflait entre les structures abandonnées. Je m'arrêtai devant ce qui semblait être la place principale. La plupart des maisons étaient plongées dans une obscurité totale, sauf une. Une seule maison, à l'écart, émettait une lumière jaune pâle à travers ses rideaux épais. Mon cœur accéléra. Il y avait peut-être quelqu'un qui pourrait m'aider, me dire où je me trouvais, avec un peu de chance, m'indiquer une station-service ou un hôtel. Je descendis de la voiture, resserrant ma veste autour de moi. L'air était glacial, et une odeur étrange flottait dans l'atmosphère, un mélange d'humidité et de bois brûlé. J'hésitai un instant devant la porte, puis, rassemblant mon courage, je frappai 3 fois. Un silence pesant suivit. Puis, lentement, la porte s'ouvrit avec un léger grincement. Derrière la porte entr'ouverte, une femme âgée se tenait immobile, me scrutant de ses yeux pâles et perçants. Son visage était marqué par le temps, des rides profondes creusant sa peau livide. Elle portait une robe longue et simple, d'un tissu épais qui semblait dater d'une autre époque. « Bonsoir » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Vous êtes perdu » Je déglutis, gêné par son regard insistant. Oui, je voyageais vers la ville la plus proche, mais je me suis égaré. Mon GPS ne fonctionne plus et je suis presque à court d'essence. Je me demandais si vous pouviez m'indiquer une station-service ou un endroit où passer la nuit. Elle ne répondit pas immédiatement. Son regard glissa au-delà de moi, vers le village silencieux, comme si elle cherchait quelque chose dans l'ombre. Puis, lentement, elle hocha la tête et ouvrit la porte en grand. « Entrez. Il fait froid dehors ?» Hésitant, je franchis le seuil. L'intérieur de la maison était étonnamment chaleureux, éclairé par la lueur tremblotante de plusieurs bougies posées sur une vieille commode. L'odeur du bois brûlé flottait dans l'air, mêlée à celle d'un ragoût qui mijotait sur un petit poêle en fonte. « Asseyez-vous » dit-elle en désignant une chaise près de la table. « Vous devez avoir faim. » En effet, mon estomac se tordait de faim, et la vision de la soupe fumante dans une assiette en porcelaine me fit saliver. Je m'assis lentement, mes sens encore en alerte. Quelque chose dans cette maison me mettait mal à l'aise, mais je n'aurais su dire quoi. La vieille femme s'installa en face de moi, ses mains osseuses posées sur la table. Elle ne me quittait pas des yeux tandis que je prenais la première bouchée. La soupe était étonnamment bonne, épaisse et réconfortante, bien que son goût soit légèrement étrange, comme imprégné d'épices que je ne reconnaissais pas. Après un moment de silence, elle se leva et se dirigea vers un couloir sombre. « Vous pouvez dormir ici cette nuit » dit-elle. « La chambre est prête. » Je me levai à mon tour, fatigué mais soulagé d'avoir trouvé un abri. Avant de disparaître dans l'ombre du couloir, elle se tourna une dernière fois vers moi, son visage partiellement dissimulé par l'obscurité. « Mais une chose, jeune homme, » sa voix était plus grave, plus ferme. « Quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous entendez, ne sortez pas de votre chambre avant l'aube. » La porte de la chambre se referma doucement derrière moi, et je pris une grande inspiration. La pièce était modeste, un lit ancien en matelas un peu affaissé, une petite table en bois sur laquelle reposait une bougie à moitié fondue et une armoire dont les portes semblaient ne plus tenir correctement sur leurs gonds. L'odeur de renfermé flottait dans l'air, mêlée à une légère senteur de cire brûlée. Je posai mon sac à dos près du lit et m'assis, sentant la fatigue peser sur mes épaules. Le voyage avait été long, et maintenant que j'étais enfin à l'abri, mon corps réclamait du repos. Pourtant, les paroles de la vieille femme résonnaient encore dans mon esprit. « Peu importe ce que vous entendez, ne sortez pas avant l'aube. » Pourquoi m'avait-elle dit ça? Est-ce qu'il y avait des animaux errants dans le village? Ou pire, des gens dangereux? Un frisson me parcourut l'échine. Je me convainquis que j'étais simplement épuisé et que mon esprit me jouait des tours. Je me glissai sous la couverture rêche et soufflai la bougie.
L'obscurité s'installa immédiatement, épaisse et oppressante. Je ne sais pas combien de temps je dormis, mais je fus brusquement réveillé par un bruit. Un murmure. Faible d'abord, indistinct, comme si plusieurs voix chuchotaient à l'unisson derrière la porte. Mon cœur s'accéléra. Je tendis l'oreille, retenant ma respiration. Les voix étaient étranges, sifflantes, et parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Puis, un grattement lent et régulier se fit entendre contre le bois de la porte. Mon sang se glaça. Quelqu'un, ou quelque chose, était là, juste derrière. Je me redressai lentement, le matelas grinçant sous mon poids. À travers les minces interstices de la porte, je distinguai des ombres mouvantes, glissant silencieusement sur le sol. Elles semblaient tourner autour de la pièce, comme si elles attendaient que je sorte. La poignée trembla légèrement, comme si une main invisible essayait de l'abaisser sans faire de bruit. Mon premier réflexe fut de me lever et de barricader la porte avec la chaise, mais je me souvenais des mots de la vieille femme. Peu importe ce qui se passait, je ne devais pas ouvrir. Les murmures devinrent plus pressants, plus proches. Un souffle glacial passa sous la porte, et un frisson violent me parcourut le corps. Je me recroquevillai sous les couvertures, fixant l'obscurité, priant pour que la nuit passe vite. Et puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, les murmures cessèrent. Un silence total. Seul le battement affolé de mon cœur résonnait dans ma poitrine. Je n'osais pas bouger. L'aube me sembla infiniment lointaine. Quand les premiers rayons du soleil traversèrent les rideaux poussiéreux, j'ouvris enfin les yeux. J'avais dû m'endormir malgré la peur qui me rongeait. Un silence absolu régnait dans la maison. Plus de murmures, plus de grattements. Juste le chant lointain de quelques oiseaux, signe que la nuit était belle et bien terminée. Hésitant, je me levai lentement et m'approchai de la porte. Ma main tremblait légèrement lorsque j'abaissai la poignée. La porte s'ouvrit sans résistance, révélant le couloir vide. Tout semblait normal. Je me dirigeai vers la pièce principale, cherchant la vieille femme pour la remercier et lui raconter ce que j'avais entendu. Mais la maison était étrangement calme. Trop calme. Madame? Appelai-je, ma voix résonnant légèrement dans l'espace vide. Aucune réponse. Un frisson me parcourut. Quelque chose n'allait pas. Je fis quelques pas hésitants vers la fenêtre et tirai le rideau. Ce que je vis me coupa le souffle. Le village entier était en ruine. Les maisons que j'avais vues la veille étaient désormais des carcasses abandonnées, couvertes de végétation, leurs toits effondrés et leurs murs noircis par le temps. La place principale n'était qu'un champ de gravats envahi par les ronces. Et la maison où j'avais passé la nuit. Elle n'existait plus. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine alors que je me retournais lentement. L'endroit où je me trouvais n'était qu'un espace vide, une dalle de pierre fissurée couverte de mousse et de cendres. Il n'y avait ni table, ni chaise, ni poêle, rien. Et pourtant, j'étais bien là. J'avais mangé ici. J'avais dormi ici. Je reculai d'un pas, le souffle court, tentant de comprendre l'impossible. Était-ce un rêve? Une hallucination? Puis, mon regard tomba sur le sol. Là, parmi les débris, reposait un objet qui me fit frissonner jusqu'aux os. Un bol en porcelaine, fendu, avec des traces de nourriture séchée à l'intérieur. Exactement le même que celui dans lequel j'avais mangé la veille. Je sentis un vertige me prendre, comme si mon corps refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Mon souffle était court, ma gorge sèche. Comment était-ce possible? Je me retournai dans tous les sens, cherchant désespérément une explication rationnelle. Peut-être avais-je été victime d'une illusion collective, d'un phénomène naturel que je ne comprenais pas. Peut-être que la fatigue m'avait joué un tour, que cette maison n'avait jamais existé et que j'avais simplement dormi à même le sol sans m'en rendre compte. Mais alors, comment expliquer le bol? Mes mains tremblaient lorsque je me penchai pour le ramasser. La porcelaine était froide et rugueuse sous mes doigts. Bien réelle. Un frisson me parcourut l'échine. Je devais partir. Immédiatement, je me précipitai vers l'endroit où j'avais laissé ma voiture la veille. Mon cœur se serra en voyant qu'elle était toujours là, intacte. Je montai à l'intérieur et tournai la clé avec précipitation. Le moteur démarra du premier coup, brisant le silence pesant du village fantôme. Alors que je faisais marche arrière, mon regard fut attiré par quelque chose dans le rétroviseur. Une silhouette. Là, immobile au milieu des ruines, une femme me regardait fixement. La vieille femme. Son visage était inexpressif, mais ses yeux semblaient transpercer le verre, comme si elle pouvait encore me voir, me sentir, même à distance. Un frisson de terreur pur me saisit. Je n'attendis pas une seconde de plus. J'écrasai l'accélérateur et quittai le village en trombe, mon cœur battant à tout rompre. Ce n'est qu'une heure plus tard, lorsque je retrouvai enfin une route principale, que je me permis de ralentir. Mon esprit était en ébullition, cherchant une explication logique à ce que je venais de vivre.
Avais-je vraiment dormi dans une maison qui n'existait pas? Qui était cette femme? Et ces murmures, ces ombres? Je secouai la tête, refusant d'y penser davantage. Tout ce que je savais, c'était que je ne voulais plus jamais revenir ici. Mais, alors que je posais ma main sur le levier de vitesse, je sentis quelque chose de froid au creux de ma paume. Je baissai les yeux. Le bol en porcelaine était là, posé sur le siège passager. Je suis arrivé à Saint-Laurent en fin d'après-midi, guidé par une curiosité que j'aurais mieux fait d'ignorer. C'était un petit village, perdu entre des collines boisées, avec des maisons de pierre serrées les unes contre les autres, comme si elles se protégeaient de quelque chose. L'air était étrangement immobile, presque oppressant, et une odeur de terre humide flottait dans l'atmosphère. En traversant la place principale, mon regard fut attiré par un étrange rassemblement près de l'église. Une dizaine de villageois, vêtus de noir, entouraient un cercueil posé sur un chariot en bois. Pourtant, il n'y avait ni pleurs ni lamentations, juste un silence pesant qui rendait la scène encore plus troublante. Je me suis approché, observant leurs visages marqués par l'âge et l'austérité. Aucun ne semblait triste, seulement résigné. « Qui est mort ?» ai-je demandé à un homme au visage sévère, dont les mains noueuses s'agrippaient au chariot. Il m'a fixé un instant, ses yeux plissés comme si ma question était déplacée. « Personne. » Sa réponse m'a laissé interdit. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication dans les visages des autres, mais tous évitaient mon regard. Alors, pourquoi un enterrement? Cette fois, ce fut une vieille femme qui me répondit, sa voix rauque trahissant une nervosité sous-jacente. Ce sont les rites de Saint-Laurent. On enterre ce qui doit être enterré. J'ai voulu insister, mais l'homme au chariot m'a coupé d'un ton tranchant. Écoutez-moi bien. Partez avant le coucher du soleil. Son regard était froid, chargé d'une gravité qui m'a brièvement fait hésiter. Mais l'énigme était trop fascinante pour que je l'ignore. Je suis resté. J'ai trouvé une chambre dans une petite auberge à l'entrée du village, un bâtiment ancien dont le bois craquait à chaque pas. L'aubergiste, une femme au visage creusé par le temps, m'a tendu la clé sans un mot, ses doigts tremblant légèrement au contact du métal. Je n'ai pas cherché à engager la conversation. L'atmosphère de Saint-Laurent était déjà suffisamment lourde pour que je ressente un malaise diffus, une sensation d'être indésirable. Au crépuscule, je suis ressorti, arpentant les ruelles pavées du village. Les volets se fermaient un à un, les rues se vidaient à une vitesse inquiétante, comme si une menace invisible planait sur le village dès la tombée de la nuit. Seule la place centrale restait animée. Là, sous la lueur vacillante des lanternes, je les ai vus à nouveau, les mêmes villageois, rassemblés autour du cercueil. Cette fois, ils murmuraient entre eux, échangeant des paroles que je ne pouvais pas comprendre. Je me suis approché, tentant de capter des bribes de conversation, mais dès que mon ombre a effleuré leur cercle, le silence est tombé d'un coup. Tous se sont tournés vers moi. « Vous devriez être dans votre chambre » m'a soufflé une voix derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu l'aubergiste, debout sur le seuil de son établissement. Son visage était dur, mais ses yeux trahissaient une peur sincère. « Ce n'est pas un endroit pour un étranger, pas à cette heure. » Je n'ai pas répondu. J'étais venu chercher des réponses et je ne comptais pas partir avant de les obtenir. Le dernier rayon du soleil disparut derrière les collines. Les villageois saisirent le cercueil et, sans un mot, commencèrent à marcher vers le cimetière. Je les ai suivis. Le cortège avançait en silence à travers les ruelles sombres du village, chaque pas résonnant contre les pavés humides. Personne ne parlait. Personne ne chuchotait. Il n'y avait que le grincement du chariot transportant le cercueil vide et le souffle du vent s'infiltrant entre les maisons. À mesure que nous approchions du cimetière, la lumière des lanternes s'estompait, comme si l'obscurité elle-même s'épaississait autour de nous. Le portail de fer noir s'est ouvert dans un grincement sinistre, et les villageois ont pénétré dans l'enceinte funéraire d'un pas lent et méthodique. Je me suis arrêté derrière une rangée de pierres tombales, retenant mon souffle. De là, je pouvais les observer sans être vu. Ils ont déposé le cercueil au centre d'une clairière, entourée de vieilles tombes couvertes de mousse. Aucun prêtre, aucune prière, aucun dernier hommage. Juste une attente silencieuse et oppressante. Puis, l'un des hommes a levé une lanterne au-dessus du cercueil. Ce que j'ai vu à ce moment-là m'a glacé le sang. Tous, sans exception, avaient les yeux complètement blancs. Pas vitreux, pas voilés par l'âge. Juste blancs, comme si leurs âmes avaient été arrachées, comme s'ils n'étaient plus que des coquilles vides. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis reculé d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Et c'est là que l'un d'eux a tourné la tête dans ma direction. Mon sang s'est glacé. L'homme qui venait de me repérer ne bougeait pas, mais je sentais son regard vide transpercer l'obscurité, comme s'il voyait au-delà de la nuit, au-delà de la chair. Lentement, d'un mouvement presque mécanique,
il a incliné la tête sur le côté. Puis, un à un, les autres se sont tournés vers moi. Je voulais fuir. Mon instinct hurlait de courir, mais mon corps refusait d'obéir. Un froid intense s'emparait de moi, comme si une main invisible me serrait la poitrine. Mon souffle devint court, irrégulier. Les villageois ont avancé d'un même pas, silencieux et synchronisés. Il n'y avait toujours aucun son, aucun cri, rien d'humain dans leurs mouvements. Leurs visages, figés, semblaient gravés dans la pierre, leurs orbites blanches brillant faiblement sous la lune. Je me suis enfin arraché à ma paralysie et j'ai reculé précipitamment, mes pieds butant contre les pierres tombales. Ma main a glissé sur une croix funéraire couverte de mousse. Puis, sans comprendre pourquoi, j'ai ressenti une pression soudaine dans mon crâne, comme si quelque chose fouillait dans mes pensées. Une voix a résonné à l'intérieur de moi, glaciale et lointaine. Ce qui doit être enterré sera enterré. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'engloutisse, c'est le cercueil vide. Ouvert, prêt à être rempli. Le matin s'est levé sur Saint-Laurent comme si rien ne s'était passé. Les ruelles pavées étaient calmes, baignées d'une brume légère. Les villageois sortaient de leur maison, reprenant leur routine avec une sérénité troublante. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air, les premières conversations s'échangeaient sur la place centrale. Mais au centre du village, juste devant l'auberge, il y avait quelque chose d'anormal. Un petit attroupement s'était formé autour d'un amas de tissu épars sur les pavés. Une chemise, un pantalon, une paire de bottes soigneusement disposées, comme si leur propriétaire s'en était évaporé. Personne ne posa de questions. Personne ne sembla surpris. Une femme âgée ramassa les vêtements, les plia avec soin et les porta à l'aubergiste, qui les prit sans un mot. Puis tous retournèrent à leurs occupations. À quelques pas de là, un voyageur venait d'arriver à Saint-Laurent, sac sur l'épaule et regard curieux. Il observa la scène un instant avant d'aborder un homme appuyé contre la fontaine. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-il en désignant l'endroit vide. L'homme haussa à peine un sourcil avant de répondre d'un ton détaché. « Rien d'important. Juste quelqu'un qui aurait dû partir avant le coucher du soleil. » Puis, après une pause, il ajouta en fixant le nouvel arrivant. « Vous feriez mieux d'en faire autant. » Je suis arrivé au village au crépuscule, fatigué après une longue journée de marche. Il n'était mentionné sur aucune carte, caché au cœur d'une vallée oubliée, comme s'il ne voulait pas être trouvé. Dès mon entrée, j'ai senti quelque chose d'étrange. L'air y était plus lourd, chargé d'une tension sourde, et les regards des habitants glissaient sur moi avec une méfiance à peine dissimulée. Les rues étaient étroites, pavées de pierres usées par le temps. Des maisons de bois sombres, aux fenêtres closes, semblaient m'observer. Il n'y avait aucun bruit, si ce n'était le vent qui sifflait entre les bâtisses. J'ai cherché une auberge, un endroit où passer la nuit, et j'ai fini par tomber sur une petite taverne éclairée par la lueur vacillante d'une lampe à huile. À l'intérieur, quelques villageois étaient rassemblés autour de tables en bois brut, murmurant entre eux. Dès que j'ai franchi la porte, le silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi, lourds d'une hostilité discrète. J'ai commandé un repas et un verre de vin, tentant d'ignorer leur présence pesante. Mais à peine avais-je porté la coupe à mes lèvres qu'un vieil homme s'est approché. « Vous êtes étranger ici. Vous ne devriez pas rester. » Sa voix était rauque, marquée par l'âge. Je lui ai demandé pourquoi, mais il s'est contenté de secouer la tête, le regard fuyant. Puis, comme s'il craignait ses propres paroles, il a ajouté à voix basse. « Peu importe ce que vous faites, n'approchez pas du puits. » Le silence autour de nous s'est épaissi. D'autres villageois hochaient la tête, confirmant l'avertissement sans dire un mot de plus. Un puits? J'ai essayé d'en savoir davantage, mais personne ne voulait parler. Leur malaise était palpable. Un avertissement? Oui, mais surtout une peur sourde. Je n'ai pas insisté. Pas tout de suite. Mais à cet instant, je savais que je ne pourrais pas m'empêcher d'aller voir. La nuit était tombée sur le village, enveloppant les ruelles dans une obscurité oppressante. Les lampes à huile vacillaient derrière les fenêtres fermées, projetant des ombres mouvantes sur les murs de bois. Tout était silencieux, trop silencieux. Je n'arrivais pas à dormir. L'interdiction du vieil homme tournait en boucle dans mon esprit, s'insinuant comme une démangeaison impossible à ignorer. Pourquoi un simple puits provoquerait-il une telle crainte? Était-ce une superstition ridicule ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus ancien? Sans réfléchir, j'ai enfilé mon manteau et suis sorti dans l'air glacial de la nuit. Mes pas résonnaient sur les pavés alors que je traversais la place centrale. Et là, devant moi, il était là, le puits. Sa structure de pierre était ancienne, rongée par le temps, couverte de mousse et de fissures. Une corde effilochée pendait d'une poulie rouillée, mais il n'y avait pas de seau.
L'ouverture béante semblait avaler la lumière de la lune, ne reflétant qu'un noir insondable. Un frisson a parcouru mon dos, mais la curiosité était plus forte. Je me suis approché, retenant mon souffle. Un vent léger s'est levé, glissant sur ma peau comme des doigts invisibles. Je me suis penché au-dessus du puits et j'ai fixé l'abîme. Rien. Juste une obscurité profonde, une absence totale de fond. Puis, un bruit. Un murmure. Mon cœur s'est figé. J'ai tendu l'oreille. C'était faible, lointain, mais distinct. Une voix. Aidez-moi. Ma gorge s'est serrée. J'aurais dû fuir à cet instant. Mais c'est lorsque j'ai entendu la voix plus clairement que le vrai cauchemar a commencé. Elle était identique à la mienne. Je suis resté figé, le souffle coupé. Mon propre écho? Non. C'était impossible. L'intonation, le tremblement dans la voix. C'était moi. Moi, en bas, dans cet abîme insondable, appelant à l'aide. Un vertige m'a pris, et j'ai reculé d'un pas, les mains tremblantes. Mon cœur battait à un rythme effréné, et pourtant, une partie de moi voulait encore écouter. Je voulais comprendre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Dans mon lit de fortune à l'auberge, les battements de mon cœur faisaient écho au murmure du puits, résonnant dans mon crâne comme une litanie insidieuse. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une illusion, une hallucination née de l'épuisement. Mais au plus profond de moi, je savais que c'était réel. Et alors que l'aube approchait, quelque chose de pire s'est produit. Une voix a chuchoté juste à côté de mon oreille. « Reviens !» Je me suis redressé d'un bond, la sueur glacée collée à ma peau. Ma chambre était vide, la porte verrouillée. Mais le murmure était toujours là, flottant dans l'air, presque imperceptible. J'aurais dû partir, quitter ce village maudit et ne jamais regarder en arrière. Au lieu de ça, j'ai attendu la nuit suivante. Et la suivante. J'y retournais toujours, chaque soir, incapable de lutter contre l'obsession qui me rongeait. Chaque nuit, je restais près du puits, écoutant les murmures qui semblaient devenir plus nets, plus insistants. Et chaque nuit, la voix devenait plus semblable à la mienne. Comme si quelque chose, là-dessous, apprenait à me connaître. La pluie battait contre les fenêtres de l'auberge, martelant le verre avec une intensité qui semblait vouloir briser la nuit. Pourtant, je ne pouvais pas quitter l'idée de ce puits. Les voix, les murmures, mon propre appel à l'aide venant des profondeurs. Tout cela me hantait, me paralysait, mais en même temps, je n'arrivais plus à m'en détacher. Cette nuit-là, j'ai pris la décision de retourner au puits une dernière fois. Une force obscure, presque irrésistible, m'attirait vers lui. Peut-être pensais-je qu'en y retournant, j'obtiendrais enfin des réponses, que la vérité se révélerait d'une manière ou d'une autre. J'ai quitté l'auberge sans un mot, me glissant hors de ma chambre comme un voleur, prenant soin de ne pas réveiller les autres. La pluie m'a enveloppé dès que j'ai franchi la porte, mais je n'y prêtais pas attention. Mes pensées étaient ailleurs. Arrivé sur la place, l'atmosphère semblait encore plus oppressante que d'habitude. Le vent sifflait, faisant tourner les feuilles mortes en spirales inquiétantes autour de moi. Le puits se dressait, sinistre et silencieux, comme une ombre qui attendait. Je me suis approché, une sensation de froid extrêmement envahissant. Le vent se levait, mais c'était comme si tout le reste était figé, suspendu dans un silence mortel. Et puis, j'ai entendu la voix. Cette fois, elle n'était pas un simple murmure. Elle était claire, nette, comme un cri désespéré qui résonnait dans mon esprit. « Viens, viens, regarde !» Sans réfléchir, je me suis penché au-dessus du puits. Une force irrésistible semblait m'entraîner vers l'obscurité, comme si quelque chose m'appelait, me désirait. Je me suis approché encore plus, à un point où je pouvais presque voir dans le fond, où la lumière de la lune semblait être engloutie par les ténèbres. C'est à cet instant que je l'ai vue. Une silhouette, une forme humaine, squelettique, émergeant lentement des ténèbres. Mon cœur s'est arrêté. Le visage, c'était moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Une main glacée m'a saisi, tirant ma tête vers l'intérieur du puits. Une douleur fulgurante a traversé mon crâne, et avant même de pouvoir crier, tout a disparu. Le lendemain, le village était en alerte. Mais personne ne semblait surpris. On avait l'habitude de voir disparaître ceux qui osaient trop s'approcher. Quant à moi, je n'étais plus qu'un murmure parmi tant d'autres. Les jours ont passé, et le silence est revenu sur le village, comme si rien n'avait jamais changé. La place centrale, habituellement déserte, semblait encore plus vide sans ma présence. Les habitants, résignés, continuaient leur routine, mais une nouvelle tension flottait dans l'air, une gêne inexplicable qui semblait marquer chaque regard échangé. J'ai observé tout cela d'un endroit où je ne pouvais être vu. Un observateur invisible, condamné à errer parmi les ombres. La pluie cessait,
Le vent s'était calmé, mais il y avait quelque chose de nouveau. Un soir, une jeune fille, curieuse et insouciante, s'approcha du puits. Elle n'avait que quelques années, un visage doux, une innocence qui contrastait terriblement avec l'atmosphère oppressante du village. La plupart des villageois, les yeux baissés, tentaient de l'ignorer, mais je savais ce qu'elle allait faire. Elle se pencha au-dessus du puits, ignorant les regards pleins de terreur qui la suivaient. Elle haussait les épaules, comme si elle ne comprenait pas ce qui effrayait tant les autres. Puis, je l'ai entendu. Un murmure à peine audible, mais qui m'a frappé en plein cœur. La même voix que la mienne maintenant, qui se faisait entendre à travers le silence. « Aidez-moi !» La petite fille s'éloigna lentement, effrayée, son regard fixé sur l'abîme. Elle n'avait pas vu ce que j'avais vu, elle ne comprenait pas encore l'horreur qui se cachait là. Mais la voix, c'était moi qui appelais à l'aide. Comme si, d'une manière ou d'une autre, ma souffrance avait laissé une trace, une empreinte que les autres pouvaient maintenant entendre. Peu de temps après, les villageois ont commencé à murmurer à propos d'une nouvelle voix qui se faisait entendre au fond du puits. C'était la mienne, bien sûr, mais ils ne savaient pas que c'était moi, ni que le cycle se répétait. Ils ne savaient pas que, quelque part là-dessous, un autre comme moi était destiné à prendre ma place. Et ainsi, le puits attend. Toujours. Je suis arrivé dans ce village isolé au crépuscule, un endroit où le temps semblait suspendu. Les rues pavées étaient désertes, et l'air était chargé d'une étrange appréhension. Dès mon arrivée, j'ai entendu parler d'une maison qui ne restait jamais au même endroit. Les habitants en parlaient à voix basse, comme si prononcer son existence pouvait attirer quelque chose de mauvais. Lorsque je leur demandais où elle se trouvait, certains détournaient le regard, d'autres se contentaient de hausser les épaules avant de changer de sujet. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était leur silence pesant, ce refus absolu d'en dire plus. Pourtant, les étrangers, eux, en parlaient. Certains voyageurs assuraient avoir vu cette maison surgir au détour d'une ruelle où elle n'était pas censée être. Un jour, elle apparaissait au bout d'un chemin abandonné. Le lendemain, elle se dressait entre deux bâtisses. La veille encore, il n'y avait qu'un mur de pierre. Ce qui me troublait le plus, c'était leur regard lorsqu'ils racontaient ces histoires. Ce n'était pas de l'exagération ou des légendes de village. C'était de la peur, une peur réelle, ancrée au plus profond d'eux. J'aurais dû écouter ces avertissements. Je ne suis pas du genre à croire aux histoires de village. Mon esprit cartésien me poussait à chercher une explication rationnelle, une illusion d'optique, un canular bien orchestré, peut-être même une vieille superstition qui s'était enracinée au fil des générations. C'est ce que je me répétais tandis que je discutais avec Clara, ma compagne de voyage. Elle partageait mon scepticisme, bien que je sentais chez elle une légère hésitation. Contrairement à moi, elle avait grandi avec une grand-mère qui croyait aux esprits et aux présages. Mais ce soir-là, elle choisit de me suivre dans ma folie. Nous avons demandé à un vieil homme, assis sur le banc devant l'église, s'il savait où se trouvait la maison. Il nous lança un regard méfiant, plissa les yeux comme s'il essayait de jauger notre sérieux, puis il désigna du menton une petite rue à l'écart. Là, mais vous ne devriez pas y aller. Son ton n'avait rien d'une mise en garde exagérée. Il n'y avait ni théâtralité ni frisson artificiel dans sa voix. Juste une certitude résignée. Nous avons suivi la direction indiquée, et effectivement, au bout de la ruelle, se tenait une maison à l'allure étrange. Son architecture semblait trop ancienne pour être encore debout, et pourtant, elle était intacte. Pas un carreau cassé, pas une fissure dans la façade. Elle était simplement, là, comme si elle venait d'être déposée à cet endroit. Clara et moi avons échangé un regard. C'était l'occasion parfaite de prouver que tout cela n'était qu'un mythe absurde. Alors, sans plus réfléchir, j'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte dans un grincement, révélant l'intérieur plongé dans une obscurité totale. Nous avons franchi le seuil. Dès que nous avons mis un pied à l'intérieur, une odeur de renfermé et de bois humide nous a enveloppés. L'air était plus lourd, presque étouffant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. J'ai allumé ma lampe torche, projetant un faisceau tremblant sur les murs recouverts de papier peint jauni, écaillés par endroits. Tout semblait figé dans le temps, des meubles en bois massif, un vieux fauteuil à bascule, une horloge murale arrêtée à une heure indéfinissable. On dirait que personne n'a vécu ici depuis des décennies, murmura Clara en passant ses doigts sur une table couverte de poussière. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de toile d'araignée, pas de signe d'abandon total. Tout était en parfait état, trop parfait. Comme si la maison attendait. Nous avons exploré lentement, pièce par pièce, notre lampe balayant l'obscurité. À chaque pas, j'avais l'impression que l'espace se rétrécissait autour de nous. Les murs semblaient plus proches, le silence plus pesant. Puis,
Au bout du couloir, nous avons trouvé une porte légèrement entr'ouverte. Derrière, une chambre à coucher. Un lit soigneusement fait, une coiffeuse ancienne avec un miroir fissuré, et sur la chaise devant, une robe posée, comme si quelqu'un l'avait laissée là en prévoyant de revenir. C'est à cet instant que j'ai entendu un bruit. Un craquement, léger mais distinct, venant du rez-de-chaussée. Clara me regarda, les yeux écarquillés. C'était quoi? Mon cœur battait plus vite. J'ai braqué la lampe vers l'escalier, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité dense et oppressante. Puis, un autre bruit. Plus fort. Un raclement. Comme si quelque chose bougeait en bas. Ou pire, comme si la maison elle-même respirait. Un frisson glacé me traversa l'échine. Clara agrippa mon bras, ses doigts crispés sur ma peau. Nous retenions notre souffle, tendant l'oreille vers le silence pesant du rez-de-chaussée. Puis, un autre bruit. Plus proche cette fois. Un glissement lent, quelque chose de lourd qui se déplaçait sur le sol. Je pointai ma lampe vers la porte de la chambre, prêt à fuir. Mais lorsque nous avons voulu reculer, nous avons compris. Les meubles n'étaient plus à leur place. Le couloir que nous venions d'emprunter n'était plus le même. Les murs semblaient s'être déplacés, se refermant sur nous comme une mâchoire invisible. L'entrée, l'escalier, tout avait changé. C'est impossible, balbutia Clara, sa voix tremblante. L'air était devenu irrespirable, saturé d'une odeur de terre humide, comme si nous étions enterrés vivants. Une pression s'exerçait sur nos tempes, un bourdonnement sourd résonnait dans nos crânes. Puis, la porte de la chambre claqua derrière nous. Nous nous retournâmes d'un bond, nos cœurs battant à tout rompre. Dans l'obscurité, quelque chose avait bougé. Le miroir de la coiffeuse. Au lieu de refléter la pièce, il montrait autre chose. Une image qui n'était pas la nôtre. La chambre était là, mais nous n'y étions plus. À notre place, deux silhouettes floues se tenaient debout, immobiles, leurs visages déformés dans un rictus figé. Et derrière elles, une ombre plus grande, indistincte. Quelque chose qui nous regardait à travers le miroir. Clara hurla. La lampe torche s'éteignit brusquement, nous plongeant dans une nuit absolue. Puis tout disparut. Je me suis réveillé en sursaut, le visage contre un sol froid et poussiéreux. L'air était lourd, chargé d'une odeur rance de bois humide. Pendant un instant, j'ai cru que tout n'avait été qu'un cauchemar, mais en levant les yeux, mon sang se glaça. J'étais dehors. La maison avait disparu. Autour de moi, le village dormait sous un ciel pâle, comme si rien ne s'était passé. Clara? Où était Clara? Mon cœur battait à tout rompre alors que je scrutais la rue déserte. Elle n'était nulle part. Je me suis levé, titubant, et j'ai couru à travers le village, frappant aux portes, appelant à l'aide. Mais personne ne répondait. C'est seulement à l'aube que les habitants sont sortis, leurs visages fermés, leurs regards fuyants. Quand j'ai tenté de leur parler de la maison, ils m'ont ignoré. Quand j'ai crié le nom de Clara, ils ont baissé les yeux, murmurant entre eux. Puis, l'un d'eux, le vieil homme de la veille, s'est approché et a posé une main lourde sur mon épaule. Elle est partie, a-t-il simplement dit. Je voulais hurler, le secouer, le forcer à parler, mais quelque chose dans son regard me paralysa. C'était de la pitié. Clara était partie. Disparue, comme si elle n'avait jamais existé. 3 jours plus tard, j'ai vu la maison réapparaître. Elle était de retour, posée à l'angle d'une autre rue, comme si elle avait toujours été là. Mais il y avait une différence. Une nouvelle fenêtre. Une fenêtre qui n'était pas là avant. Et derrière la vitre, dans la pénombre de l'intérieur, une silhouette. Figée, immobile, me regardant. Je fais partie d'un petit groupe d'explorateurs urbains. Nous cherchons des lieux oubliés, des endroits où le temps semble s'être arrêté. C'est ainsi que nous avons entendu parler de ce village perdu, un endroit dont personne ne se souvient vraiment, sauf pour une chose, son église. Une bâtisse ancienne, solitaire, dont le clocher sonne chaque nuit, à minuit pile. Pourtant, aucun habitant ne vit ici depuis des décennies. Les rares témoignages que nous avons trouvés évoquent des disparitions inexpliquées, des rumeurs d'un prêtre qui n'aurait jamais quitté l'église, même après l'abandon du village. Un homme dont personne ne connaît le visage. Certains racontent que ceux qui ont tenté d'en savoir plus n'en sont jamais revenus. Bien sûr, ce ne sont que des histoires, des légendes locales exagérées au fil des ans. Mais c'est précisément ce qui nous attire. Nous avons décidé d'y passer la nuit. L'objectif est simple, filmer le clocher au moment où il sonne, prouver qu'il s'agit probablement d'un mécanisme automatique ou d'un phénomène naturel. Rien de surnaturel. Nous avons préparé notre matériel, caméras infrarouges, micro haute sensibilité, lampes puissantes. La route jusqu'au village est un véritable labyrinthe. Le GPS ne reconnaît même pas l'endroit.
Nous devons suivre de vieux panneaux délabrés, certains à moitié recouverts de mousse. Plus nous avançons, plus l'air devient lourd. Une brume épaisse s'accroche aux arbres, étouffant les derniers éclats de lumière du soleil couchant. Enfin, nous arrivons. Le village est figé dans une immobilité absolue. Des maisons en pierre écroulées, des toits effondrés, des fenêtres béantes comme des orbites vides. Au centre, l'église. Elle, en revanche, est parfaitement intacte. Ni fissure, ni végétation envahissante. Comme si elle nous attendait. Nous sortons de la voiture et avançons lentement à travers le village. L'air est immobile, chargé d'une humidité froide qui s'accroche à la peau. Chaque pas soulève un peu de poussière, comme si nous étions les premiers à marcher ici depuis des années. L'église se dresse devant nous, imposante, intacte. Sa pierre est propre, trop propre, contrastant étrangement avec les maisons délabrées autour. Le grand portail en bois, gravé de symboles religieux, semble solidement fermé. Je pose ma main sur la poignée et tente de l'ouvrir, mais elle résiste. Verrouillée. On essaiera plus tard, murmure Lucas, l'un des nôtres. Nous décidons d'explorer les alentours en attendant minuit. À quelques mètres de l'église, nous trouvons une maison encore debout, bien qu'évidemment abandonnée. La porte grince en s'ouvrant, révélant un intérieur recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Il y a des meubles en bois rongés par le temps, une cheminée remplie de cendres froides, au sol, des pages de journaux éparpillés. L'une d'elles attire mon attention. Je la ramasse et souffle dessus pour enlever la saleté accumulée. Les lettres sont à moitié effacées, mais je parviens à déchiffrer une date, 12 novembre 1956. Juste en dessous, une manchette étrange, l'église sonne encore. Le prêtre refuse de partir. « Regardez ça » dis-je en montrant la page aux autres. Il s'approche, intrigué. « C'est bizarre, non? Qui aurait écrit un article pareil ?» demande Anna. « Peu importe, il est tard. Installons-nous ici jusqu'à minuit » propose Damien. Nous plaçons nos sacs à dos dans un coin et préparons notre matériel. Caméra positionnée, micro calibré. Plus l'heure avance, plus l'atmosphère devient pesante. 23h55, un silence absolu enveloppe le village. Aucun bruit d'insectes, aucun vent. Même nos respirations semblent trop fortes. Je jette un regard vers l'église à travers la fenêtre fissurée. Elle semble plus sombre qu'avant. Plus menaçante. 23h59, un frisson me parcourt l'échine. Quelque chose ne va pas. Puis, lorsque l'aiguille atteint minuit, un son éclate dans la nuit. Le clocher commence à sonner. Le premier coup de cloche résonne dans tout le village, brisant le silence d'une manière presque violente. Le son est lourd, profond, comme s'il venait de l'intérieur de la terre. Nous nous figeons. Personne ne parle, personne ne bouge. Puis vient le deuxième coup. Un frisson glacé me parcourt l'échine. Il n'y a personne dans cette église, alors qui fait sonner ce foutu clocher? C'est le vent, ou peut-être un mécanisme ancien qui s'est déclenché, murmure Lucas, mais sa voix manque de conviction. Troisième coup. Le sol sous nos pieds semble vibrer légèrement. Anna recule d'un pas. Il faut voir ça de plus près. Damien prend la caméra et ouvre la porte de la maison sans attendre. L'air dehors est plus froid, chargé d'une humidité étrange qui nous colle à la peau. Nous avançons lentement vers l'église, les faisceaux de nos lampes tranchant l'obscurité. Chaque pas sur le gravier semble résonner trop fort, comme si le village entier écoutait notre approche. Le quatrième coup de cloche retentit, et cette fois, nous entendons autre chose. Un son derrière, un froissement léger, comme si quelqu'un ou quelque chose se mouvait entre les ruines. « Qui est là » chuchote Anna, sa voix tremblante. Personne ne répond. Juste le cinquième coup de cloche. Soudain, un mouvement attire mon regard à ma droite. Une ombre vient de glisser derrière l'angle d'une maison en ruine. Pas une ombre portée. Une silhouette. Je n'arrive pas à respirer correctement. Quelque chose nous observe. Sixième coup. Nous accélérons le pas. La porte de l'église est juste devant nous maintenant. J'essaie à nouveau la poignée, et cette fois, elle tourne dans un grincement sinistre. On entre. Maintenant. Nous pénétrons dans l'obscurité de l'église, et au moment où nous passons le seuil, le dernier coup de cloche explose dans l'air nocturne, plus puissant que tous les autres. Puis, silence absolu. À l'intérieur, sous la lumière tremblante de nos lampes, nous le voyons. Un vieil homme, agenouillé devant l'autel, vêtu d'une soutane poussiéreuse. Il prie. Sa voix est basse, gutturale, presque un murmure. Nous restons immobiles, comme pétrifiés. Puis Lucas, d'une voix hésitante, chuchote. « Mon père ?» L'homme s'arrête. L'espace d'un instant, le monde entier semble retenir son souffle. Puis, lentement, très lentement, il tourne la tête vers nous. Ses yeux, il n'a pas d'yeux. Juste deux trous sombres, profonds comme des abîmes,
là où ses yeux auraient dû être. Un vide noir, absolu, sans fond. Mon cœur s'emballe, mes jambes se dérobent sous moi. Le vieil homme se redresse, son visage sans expression, comme s'il n'avait jamais ressenti de vie en lui. La poussière autour de lui semble s'épaissir, l'air devient de plus en plus lourd, presque difficile à respirer. Une odeur de moisi, de vieille chair, envahit la pièce. Je veux hurler, mais aucun son ne sort. Ses lèvres bougent lentement, mais aucun mot ne s'échappe de sa bouche. Il ne semble pas nous voir, mais il nous ressent. Je le sais, je le sens. Il ne nous regarde pas, mais son regard vide traverse nos âmes. Une pression invisible pèse sur nous. Il sait qui nous sommes. Il sait pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que vous voulez? Chuchote Lucas, sa voix tremblante. Aucune réponse. Juste un silence lourd, oppressant. Les murs de l'église semblent se resserrer autour de nous. Je fais un pas en arrière, mes mains tremblent. Mais alors, les portes de l'église se ferment d'un coup sec. Un bruit sourd, comme un énorme claquement de bois contre bois. L'air devient encore plus dense, glacé. Nous sommes piégés. Je me précipite vers la porte, mais elle est scellée. Impossible de l'ouvrir. Elle est devenue aussi solide que le roc. La lumière de nos lampes vacille, se coupe par intermittence, et à chaque éclat de lumière, je vois les ombres se déplacer dans la pièce. Puis, l'homme se lève. Il se tourne lentement, d'un mouvement fluide mais effrayant. Ses bras se tendent, mais il ne fait aucun bruit. Il s'avance vers nous, les mains à demi tendues, et chaque pas résonne comme un écho dans cette église froide et déserte. Une force invisible semble le pousser en avant. Il n'a pas besoin de marcher, il flotte. Je veux crier, courir, mais mes pieds ne bougent pas. J'essaie de dire quelque chose, mais ma bouche est sèche. La peur est un gouffre qui me retient là, figé, incapable de réagir. Les ombres se font plus grandes, plus nombreuses, comme si elles prenaient forme autour de lui. Je peux entendre des murmures, des voix sans corps, des mots en latin, incompréhensibles, qui se mêlent dans l'air, tourbillonnent autour de nous. Chaque mot me coupe le souffle. Et, alors qu'il se rapproche de plus en plus, ses yeux, ses trous noirs, semblent nous aspirer, nous engloutir dans leur vide sans fin. Nous sommes comme paralysés, pris dans un étau invisible. Le vieil homme s'approche de plus en plus, et ses mouvements deviennent de plus en plus désincarnés, comme s'il n'appartenait plus à ce monde. Une sensation de vertige m'envahit, mes mains sont moites, mon cœur bat à tout rompre. Les ombres, tout autour de nous, s'étirent et se tordent, comme des serpents prêts à nous engloutir. Je tente de faire un pas en arrière, mais mes jambes ne répondent plus. Le sol sous mes pieds semble se dérober. Un souffle glacial me frappe le visage, et je comprends enfin, il n'y a pas de sortie. Nous sommes coincés ici, dans cette église, avec cet être, cette entité. D'un coup, l'atmosphère se charge d'un éclat terrifiant, comme si la lumière elle-même était distordue, tordue par une force inconnue. La vieille pierre des murs de l'église semble se resserrer autour de nous. C'est comme si le temps et l'espace s'étaient distendus, comme si l'église elle-même devenait un piège temporel, un lieu où les lois de la réalité n'avaient plus de prise. Le prêtre, ou ce qui en reste, lève une main, lentement, et les portes de l'église se referment de manière encore plus oppressante. Une cloche résonne à nouveau dans la nuit, mais cette fois-ci, le son est différent. Il n'est pas seulement un bruit. C'est une vibration. Quelque chose de plus ancien, de plus maléfique, nous entoure. Et cette fois, nous comprenons que le bruit du clocher n'a jamais été juste un simple son. C'était un avertissement. Je tourne frénétiquement ma tête vers mes amis. Anna, paralysée de peur, ne bouge plus, tandis que Lucas semble chercher une issue, mais il sait aussi bien que moi qu'il n'y en a pas. Damien, à mes côtés, regarde autour de lui, hagard, comme s'il espérait que le sol s'ouvre sous lui. Mais c'est trop tard. Je sens le froid s'intensifier, la température chute soudainement. Mes dents claquent. L'air devient irrespirable, saturé de la puanteur du vieux bois pourri et de l'encens implacable. Il n'y a plus de retour en arrière. Nous avons franchi une ligne invisible, et ce que nous avons réveillé ici, dans cette église, n'a pas l'intention de nous laisser partir. L'homme, ou plutôt la créature, avance encore, et je comprends alors qu'il n'a jamais été humain. Il n'est rien de ce que nous avons connu. Il nous observe, nous juge, et il sait que nous ne sortirons jamais vivants de ce lieu. J'étais fatigué du bruit incessant de la ville, du béton et des lumières artificielles qui semblaient avaler chaque fragment d'obscurité naturelle. C'est ainsi que j'étais arrivé dans ce petit village, perdu au milieu d'une forêt dense, où les nuits étaient réellement noires et où le silence n'était troublé que par le vent dans les arbres. Dès mon arrivée, j'avais senti quelque chose d'étrange.
Les habitants m'observaient avec une méfiance discrète mais palpable. Pas d'hostilité ouverte, non, mais cette tenue prudente, comme si j'étais une anomalie dans leur monde clos. Lorsque j'étais entré dans l'unique taverne du village, un silence s'était installé pendant une fraction de seconde avant que les conversations ne reprennent, plus basses, plus murmurées. Je m'étais assis à une table, commandant un verre de ce qui semblait être leur spécialité locale, une boisson sombre et épaisse, au goût terreux. Un vieil homme, assis non loin, m'avait observé longuement avant de s'approcher. Son visage était buriné par l'âge, ses mains noueuses serrées autour d'un verre qu'il n'avait pas touché. « Vous n'êtes pas d'ici » avait-il dit d'une voix rauque. J'avais hoché la tête, expliquant que j'étais de passage, cherchant un endroit tranquille pour quelques jours. Il n'avait pas semblé convaincu. « Faites attention à la forêt » avait-il poursuivi après un silence pesant. « Surtout la nuit. » Je lui avais adressé un sourire rassurant. « Les loups » Son regard s'était assombri. Pire. Il s'était penché vers moi, et j'avais senti l'odeur du tabac et du bois sur ses vêtements. Si vous entendez des voix, des susurrements qui demandent de l'aide, fuyez. Ne regardez pas en arrière. Il s'était redressé, me laissant là avec mon verre à moitié plein et une sensation inconfortable dans l'estomac. J'avais entendu des légendes étranges auparavant, mais il y avait quelque chose dans la gravité de sa voix qui m'avait laissé un goût amer. Dehors, le vent s'était levé, faisant frémir les arbres à la lisière du village. Cette nuit-là, l'air était lourd et chargé d'humidité. La forêt entourant le village se dressait comme un mur sombre et impénétrable, ses cimes oscillant sous le souffle du vent nocturne. Malgré l'avertissement du vieil homme, une curiosité insidieuse me poussait à m'y aventurer. Après tout, ce n'était qu'une légende, un conte destiné à effrayer les esprits superstitieux. J'avais marché lentement sur le sentier de terre, laissant mes yeux s'habituer à l'obscurité. La lune, voilée par des nuages épais, projetait une lumière blafarde qui peinait à percer l'ombre dense des arbres. À chaque pas, le silence de la forêt me paraissait plus oppressant, comme si elle retenait son souffle. Puis, je l'ai entendu. Un murmure faible, presque imperceptible, porté par le vent. À l'aide, j'avais figé sur place. Mon cœur battait plus vite, mais je m'étais convaincu que ce n'était qu'un jeu de mon imagination. L'esprit humain a tendance à créer des sons là où il n'y en a pas, surtout dans un silence aussi profond. Mais le murmure était revenu, plus clair cette fois. Une voix brisée, pleine d'angoisse. « S'il vous plaît, à l'aide !» Un frisson glacé avait parcouru ma colonne vertébrale. Ce n'était pas une illusion auditive. Quelqu'un était là, dans la nuit, perdu ou blessé. J'avais scruté l'obscurité, cherchant une silhouette, une forme quelconque entre les troncs d'arbres noués. Rien. Pourtant, la voix persistait, s'infiltrant dans mon esprit comme un poison. « Je suis ici, s'il vous plaît. » La détresse était palpable. Mon instinct me disait de rebrousser chemin, mais ma raison refusait d'abandonner une personne en danger. Alors, j'avais fait ce que tout mon être me suppliait de ne pas faire. J'avais quitté le sentier et avancé dans la forêt, suivant les murmures. Chaque pas que je faisais semblait absorber le peu de lumière qui restait. L'air était devenu plus dense, plus étouffant, chargé d'une odeur étrange, un mélange de bois brûlé et de chair en décomposition. Puis, dans l'obscurité oppressante, je les ai vus. Au début, je n'ai pas compris ce que je voyais. Des formes humaines se tenaient là, immobiles, éparpillées entre les arbres comme des statues oubliées. Leurs silhouettes vacillaient sous la lueur pâle de la lune, et un frisson glacé a parcouru mon échine en réalisant qu'elle n'était pas cachée par l'ombre, mais couverte de cendres. Leur corps semblait fondu, déformé par une chaleur insoutenable. La peau, là où elle n'était pas entièrement consumée, pendait en lambeaux sombres, fusionnés avec les restes de vêtements calcinés. Certains avaient les bras tendus vers moi, leurs doigts noircis crispés comme dans un dernier geste de supplication. « De l'eau » murmura l'un d'eux, la voix rauque, fissurée comme du bois brûlé. « De l'eau ? Je vous en prie. » Le son de leur détresse était insupportable. C'était un chœur de murmures suppliants, tous réclamant la même chose, une goutte d'eau, un soulagement à une soif que rien ne semblait pouvoir étancher. Mon corps tout entier hurlait de fuir, mais ma conscience me retenait. Ils avaient l'air si misérables, si torturés. Qui étaient-ils? Était-ce une hallucination? Une mise en scène macabre? D'une main tremblante, j'avais saisi ma gourde et débouché le couvercle. Si c'était une farce, elle était d'un réalisme abominable. Et si ce ne l'était pas, alors ces êtres avaient besoin d'aide. J'avais avancé lentement, tendant la gourde à la silhouette la plus proche, une femme dont le visage n'était plus qu'un masque de chair noircie et craquelée. Ses orbites vides semblaient braquer sur moi, et lorsqu'elle a levé la main pour toucher l'objet, sa peau s'est effritée en un nuage de cendres. Puis, j'ai senti la brûlure. Une douleur atroce a jailli de ma main, une chaleur insupportable,
comme si ma chair fondait sous un feu invisible. J'ai lâché la gourde en hurlant et j'ai reculé d'un bond, observant avec terreur ma peau rougir et cloquer sous mes yeux. Les murmures se sont transformés en gémissements stridents, un écho de souffrance qui résonnait dans mon crâne. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné les talons et couru comme un fou, les cris s'élevant derrière moi, se mêlant au vent comme un chant maudit. Je courais à en perdre haleine, les branches griffant mon visage, les racines traîtresses menaçant de me faire tomber à chaque pas. Derrière moi, les gémissements déchirants résonnaient encore, mais je n'osais pas me retourner. J'avais l'impression que si je posais les yeux sur eux une seconde de plus, quelque chose d'innommable s'emparait de moi. La brûlure sur ma main était insoutenable. Ma peau palpitait sous l'effet d'une chaleur impossible, et chaque mouvement envoyait une vague de douleur le long de mon bras. J'avais peur de regarder, peur de voir ce qui m'arrivait. Les arbres s'éclaircissaient enfin. J'apercevais la lisière du bois, les premières maisons du village à quelques dizaines de mètres. Un soulagement bref m'a envahi, j'étais presque sorti de cet enfer. Mais alors que je franchissais la dernière rangée d'arbres, le silence est tombé. Plus un bruit. Ni le vent, ni les murmures, ni même le bruissement des feuilles. Juste un vide oppressant, lourd, anormal. J'ai ralenti, mon souffle saccadé formant de petits nuages dans l'air nocturne. Le village était là, immobile, comme figé dans le temps. Mais quelque chose n'allait pas. Des ombres se dessinaient aux fenêtres, des silhouettes pâles observant mon arrivée avec une rigidité angoissante. Ceux qui étaient dehors se sont arrêtés net en me voyant, leurs visages se décomposant en une expression de pure horreur. Une vieille femme a laissé tomber le panier qu'elle portait, les fruits roulant sur le sol sans qu'elle tente de les récupérer. Un enfant a agrippé la main de sa mère, pointant un doigt tremblant dans ma direction. Puis, un murmure parmi eux. Une phrase qui m'a glacé le sang. Il a entendu les susurres. Un homme a reculé lentement, portant une main à sa bouche comme s'il retenait un cri. Mon Dieu, regardez-le. Le malaise est devenu une terreur pure. Mon cœur battait si fort que j'en avais la nausée. Qu'est-ce qu'il voyait? D'un geste hésitant, j'ai levé ma main encore douloureuse et l'ai approchée de mon visage. C'est alors que j'ai vu la cendre. Mes doigts tremblaient alors que je les portais à mon visage. Au toucher, ma peau était rugueuse, friable, comme si elle n'était plus réellement la mienne. Je me suis précipité vers le puits au centre du village, mon souffle court, ma vision troublée par la panique. Les villageois s'écartaient sur mon passage, certains détournant les yeux, d'autres murmurant des prières à voix basse. Arrivé au bord du puits, je me suis penché au-dessus de l'eau sombre et immobile. Et j'ai vu. Mon propre reflet me fixait, méconnaissable. Ma peau, autrefois normale, était maintenant recouverte d'une couche de cendres épaisses, incrustée dans chaque pore. Là où elle n'était pas noircie, elle s'était craquelée, laissant apparaître des fissures rougeâtres, comme si un feu couvait sous la surface. Mes yeux, autrefois vivants, étaient creusés de cernes sombres, et quelque chose d'étrange brillait au fond de mes pupilles. Quelque chose d'éteint, d'inhumain. J'ai reculé d'un pas, le cœur au bord de l'implosion. Non, ce n'est pas. Les murmures ont repris derrière moi, un chœur de voix tremblante. Il est maudit. Il a entendu les susurres. Il est l'un des leurs, maintenant. Je me suis retourné, mais personne n'osait me regarder directement. Tous restaient à distance, comme si ma simple présence pouvait les contaminer. Un vent glacial s'est levé, soulevant un nuage de cendres autour de moi. Et c'est alors que j'ai compris. Les voix que j'entendais, elles n'étaient plus dans la forêt. Elles étaient en moi. Un murmure a glissé à mon oreille, aussi clair que si quelqu'un se tenait juste derrière moi. De l'eau? Je vous en prie. Un autre a suivi, suppliant, désespéré. Puis un autre, et encore un autre. J'ai plaqué mes mains sur mes oreilles, mais cela n'a rien changé. Les voix étaient là, logées dans ma chair, gravées dans mon esprit. Elles chuchotaient, pleuraient, m'imploraient, et je savais que jamais, jamais elles ne se tairaient. Dans un dernier élan d'instinct, j'ai levé les yeux vers les villageois, cherchant du secours, une aide, une solution. Mais tout ce que j'ai vu, c'était leur regard empreint de pitié. Ils savaient, et moi aussi, désormais. Il n'y avait pas d'échappatoire.